aimer l'Afrique, connaître l'Afrique, se balader en Afrique, sans journaliste africain, pour lui parler ou bien pour mieux relayer le discours aux Africains? Cette question est pertinente et je vais vous répondre très franchement. Il y a quelques jours... Je ne parle pas pour moi, hein, ce n'est pas un appel de pied. Non. Mais c'est pour la profession. Il y a quelques jours, le jour même de son départ pour le Portugal, c'était un jeudi, j'ai rencontré le président Sarkozy, nous sommes restés ensemble pratiquement 1 heure. Et ce qui est un plaisir pour moi, toujours en présence de son secrétaire général de l'Élysée, M. Claude Guéant, je lui ai dit, tu sais, Nicolas, va au-devant des Africains. Tu en as envie. Tu veux connaître ce continent. Va au-devant d'eux. Mais ce que je trouve regrettable, moi, c'est que tu as déjà fait des voyages en Afrique. Il n'y a jamais eu un journaliste africain dans ta suite présidentielle. De nombreux journalistes africains sont venus me voir, ce sont tous des amis, je suis l'ami de leurs parents, m'ont fait un peu ce reproche. Il m'a dit, tu as raison, à compter d'aujourd'hui, non seulement des journalistes africains m'accompagneront dans mes voyages en Afrique, mais je voudrais les rencontrer. Il m'a dit, dans les jours qui viennent, fais-moi une liste des journaux ou des journalistes africains auxquels je pourrais m'adresser, leur donner ma vision de l'Afrique, apprendre d'eux ce qu'ils attendent de la France. Et je lui dis, je te remercie, c'est une très bonne chose. Donnez-lui la chance à ce président, à ce jeune président, qui n'est pas le produit de la colonisation, qui est né après la guerre, qui n'a pas connu la période de Gaulle, qui n'a pas connu la période coloniale Foccart. Donnez-lui sa chance. Franchement, je m'adresse. C'est l'Africain qui s'adresse à un autre Africain. Vous dites que je suis le produit de plusieurs cultures. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Dakar. La première partie de mes études universitaires à Dakar, mes parents sont enterrés à Dakar, une partie de ma famille est enterrée à Dakar. Je suis libanais, donc un produit de l'Orient. Marié à une chrétienne. Marié à une chrétienne. J'ai baptisé mes enfants. Mes parents étaient musulmans. J'ai fait le pèlerinage, le Umrah à la Mecque, 2 fois. D'ailleurs, je demanderai à un de vos journalistes de me filmer en tenue de pèlerin au mont Arafat, à la Mecque. Et je suis le produit de l'éducation occidentale. Et une fois, Sarkozy, c'est vous dire combien ce garçon est curieux. Et très curieux, c'est-à-dire la curiosité scientifique. Au début, quand il était à Beauvau, il me dit, mais quand je te parle de l'Afrique, du Moyen-Orient et autres, tu penses en quoi? Je lui dis, mais quand tu me parles de l'Afrique, je pense en africain. Quand tu me parles du Proche et du Moyen-Orient, je pense en arabe. Et quand je m'adresse à toi, je pense en français. Et je lui dis, rappelle-toi Laurence d'Arabie. Il disait que c'était une chose merveilleuse que d'être partagé entre plusieurs civilisations. Lui, il était entre la civilisation anglo-saxonne et la civilisation arabe, puisque nous connaissons le mythe de Laurence d'Arabie. Alors, récemment à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, on vous a vu dans l'ombre orchestrer la rencontre entre Laurent Gbagbo et Nicolas Sarkozy. Comment ça s'est passé? Comment cela a été rendu possible? Je vais vous dire très franchement. Là, je sors vraiment de l'ombre. Bon. Non. Il y a 4 mois, M. Sarkozy venait d'être élu président. Il m'a fait un premier honneur, celui de m'avoir convié à sa prestation de serment, à la passation des pouvoirs, et j'étais dans le rang familial. Il m'avait mis dans le cercle de la famille. J'ai été très honoré.
Et il m'a dit, en partant, il m'a dit, il va falloir qu'on se voit pour parler un peu de l'Afrique, de nouveau. Mais là, je suis à l'Élysée. Et je le vois quelques jours après, en présence de Claude Guéant. Il me dit, le voyage en Afrique, tu le vois où, Robert? Je lui dis, je le vois au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est un mythe. C'est la plus vieille colonie française en Afrique. Et Dakar restera toujours Dakar, dans l'esprit, non seulement des Africains, mais dans l'esprit des Français. Et il y a là-bas un jeune président, si tu veux, mais qui est le doyen d'âge, mais qui est nouveau dans le cénacle des chefs d'État africains, et qui a quelque chose à apporter à ta réflexion. Et je lui ai dit, tu dois terminer ton voyage en Afrique par le Gabon, où il y a le doyen des chefs d'État africains. Vous avez écouté? Il m'a écouté, fort heureusement d'ailleurs, parce que ce que dans son discours, vous savez que chez les journalistes, seule la parole fait foi, pas l'écrit. Ce qu'il a dit dans son discours du 27 septembre à l'Élysée, lorsqu'il m'a remis la Légion d'honneur, il a eu des mots assez durs pour la technostructure. Je sais que certains membres de cette technostructure lui avaient dit « Évitez, Monsieur le Président, évitez le Gabon, vous savez, le Gabon, c'est la France-Afrique, c'est la kleptocratie, c'est la fin d'une époque, il y a là-bas un homme... vous voyez ce que je veux dire? Je dis c'est une erreur majeure, Nicolas. Chez les Africains, le vieux, on le respecte toujours, c'est-à-dire le doyen. Tu commences par le Sénégal et tu termines par le Gabon. Et tu rentres chez toi. Et ensuite, je lui ai dit, tu feras d'autres pays africains. Mais ouvre-toi sur les pays anglophones, ouvre-toi sur les pays lusophones, et ouvre-toi sur les pays hispanophones. Je dis, l'Afrique du Sud t'attend. L'Angola, il est temps de corriger certaines erreurs du passé. Le président dos Santos, dont j'ai rencontré récemment plusieurs collaborateurs, veut te rencontrer. Ils se sont vus d'ailleurs, comme vous le savez, à New York. Alors on revient sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, il me dit, et qu'est-ce que tu penses de la Côte d'Ivoire? Je lui dis, écoute, une des raisons de mon différend avec le président Chirac à la fin, et avec sa technostructure, ça a été la Côte d'Ivoire. Il y a eu la mort de 9 soldats français. C'est regrettable. C'est regrettable, c'est douloureux. La justice s'est emparée fort heureusement de cette affaire. Laissons la justice faire son affaire et son travail. Je lui dis, il te faut renouer avec Gbagbo. Tu ne peux pas continuer à ignorer la Côte d'Ivoire, 60% du PIB africain, d'Afrique de l'Ouest, 40% des ressources monétaires, et Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, est incontournable. Je lui dis, Nicolas, renoue avec cet homme. Et c'est là qu'il m'a envoyé. Il a chargé Guéant. Il m'a demandé d'aller auprès de Laurent Gbagbo. Il avait dit à Guéant, Claude, je vous parle très franchement, moi le langage diplomatique je ne connais pas. Il s'est adressé à Claude, il dit à Claude, Claude, appelez Gbagbo, dites que Robert vient au devant de lui, de ma part. Et c'est là qu'il y a eu les premières conversations téléphoniques entre Guéant, dépositaire de toute la confiance du président, et Gbagbo, dans un sens comme dans l'autre. Les choses ont tellement avancé, Gbagbo a donné tellement d'assurance, son alliance avec Soro, on a brûlé les fusils, son départ à Bouaké, c'est ça. À ce moment-là, j'ai dit à Sarkozy, je lui ai dit, Nicolas, il est temps que tu appelles Gbagbo. Ce qu'il a fait d'ailleurs, et qu'il n'a point regretté. Gbagbo lui ayant donné des assurances quant à la tenue des élections, quant au respect de la transparence de ces élections. Et quand le
président Sarkozy m'a dit, je pars à New York, il y aura un débat sur l'Afrique, j'ai invité certains chefs d'État. Je suis allé en parler avec le président Bongo à Rabat, il était en vacances à Rabat. Je suis allé en parler avec le président Sassou Nguesso, qui était en vacances en Espagne, à Marbella. Et j'en ai parlé, bien sûr, à notre doyen d'âge, le président Ouad, à Paris. Et là, avec le M. Guéant, nous sommes allés voir le président Ouad un dimanche matin, avec le total accord du président Sarkozy, qui, avant notre entretien, s'était entretenu avec le président Ouad. Et là, j'ai dit à Guéant, je dis, Claude, je crois qu'il est temps qu'il y ait une rencontre Gbagbo-Sarkozy. Il me dit, je suis tout à fait de ton avis. Et tu sais très bien, Robert, que le président t'écoute avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Tu lui en parleras toi-même. Et j'en ai parlé au président Sarkozy, je lui ai dit, écoute, à New York, il faudrait que tu le vois. Et il me dit alors, pardon? Il vous écoute, tout ce que vous lui dites de faire, il le fait. Peut-être qu'il me fait confiance et que je suis digne de cette confiance. Peut-être qu'il m'a mis à l'épreuve, peut-être que d'autres. Non. Pour l'instant, non. J'espère lui donner que de sages conseils. Et nous avons monté, Claude Guéant, Sarkozy et moi-même, en accord avec le président Gbagbo, une rencontre qui ne devait pas en être. Je suis allé à New York, me tenant toujours, enfin, il y avait toujours le téléphone qui fonctionnait entre Guéant, Bourgi et Gbagbo à New York. Voilà. Et nous savions qu'il devait y avoir une rencontre. Quelle que soit cette rencontre, la durée de cette rencontre, ils devaient se voir et se parler. Et à 3h moins quart, quand le président Gbagbo, accompagné du représentant ivoirien à l'ONU et de son homme de confiance, Eugène Alou, et de moi-même, arrivons à la porte du Conseil de sécurité, il y avait là des diplomates ivoiriens totalement défaits. Ils disaient, ah, président, il n'y aura pas de rencontre, parce que la cellule diplomatique de l'Élysée nous a dit qu'il n'y avait pas de rencontre. Alors j'ai cru bon de dire que c'était Bourgi qui nous l'avait dit, et un des membres de cette cellule avait dit, mais Bourgi ne fait pas partie de notre staff, c'est nous qui décidons, le président qui décide. Ils ignoraient totalement le scénario. Voilà le rôle, ce qui se joue dans les coulisses. Donc je rentre avec le président Gbagbo, je m'installe, il me fait la faveur de m'installer au siège de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Je suis à côté de lui avec Alou et le représentant. Autour de cette table en demi-cercle, vous savez, fer à cheval comme on dit, il y avait les dirigeants du monde, il y avait Bush et autres, Ban Ki-moon. Nous attendions l'arrivée du président Sarkozy qui, ce jour-là, devait présider le Conseil de sécurité consacré à l'Afrique. Et à 3h moins 5, j'appelle Guéant, je dis Claude, nous sommes en place. Il me dit le président est briefé, le scénario se fait. Je lui dis mais tu sais, il y a eu des... Il me dit c'est nous qui décidons, c'est le président qui décide. Et le scénario est tel qu'il est. Alors rentre le président Sarkozy, salue ses pairs autour de cette table en fer à cheval, et la délégation française qui était assise de côté, qu'elle me pardonne cette expression, buvait du petit lait parce que persuadé qu'on allait à l'affront. Le président Sarkozy, avant de s'asseoir, me regarde, parce que quand il veut regarder quelqu'un, il sait le regarder, ou la regarder, ou le regarder. Il se lève, il demande à ses pairs, excusez-moi, je dois aller saluer un ami. Et il fonce directement sur Laurent. Je dis à Laurent, lève-toi, le film commence. Exactement comme ça. Alors, stupeur des membres de la délégation française, se demandant où allait le président. Et il se dirige vers Gbagbo qui se lève. Et
Bonjour Président. Et l'autre de lui répondre, bonjour Président. Je suis heureux de vous rencontrer. L'autre lui dit, moi aussi, je suis très heureux. Nous avons des choses à nous dire. Président, ce garçon, Robert, est à l'origine de cette rencontre que j'ai acceptée immédiatement, avec le soutien et les conseils éclairés de Claude Guéant. Je compte sur vous pour ces élections. Il lui a dit, Monsieur le Président, vous serez tenu informé régulièrement. Ces élections auront lieu dans la transparence la plus complète, avec le concours de mon Premier ministre, avec lequel je m'entends. Les accords de Ouagadougou seront respectés. Et d'ailleurs, si vous avez en ligne Blaise Compaoré, il vous le confirmera. Et il dit, voyez, cette rencontre a eu lieu. Et il a d'ajouter, parce que Nicolas Sarkozy, depuis 30 ans, au plus profond de la politique, il lui a dit, bon, attendez-vous maintenant à ceux qui, vous disiez qu'il n'y avait pas de rencontre, attendez-vous à ce qu'ils viennent vous voir. Dès que le président Sarkozy a quitté Gbagbo, chaleureusement, tout ce que la délégation française comptait de membres s'est précipité vers Gbagbo pour lui faire leur civilité, pour lui faire ses civilités. M. Kouchner, M. Bockel, bon, très bien. Et les membres de la cellule diplomatique. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, on a Mais c'est pas grave. Bon, est-ce que finalement on peut faire Je n'ai confiance... qu'un seul juge, c'est celui qui nous regarde d'en haut. Est-ce qu'on peut faire confiance à Laurent Gbagbo Oui. pour tenir enfin à ses engagements? Absolument. Comment voulez-vous organiser des élections dans un pays où il y a eu une insurrection, une sécession il y a 4 ans, un pays coupé en deux depuis 4 ans, pas d'administration au nord du pays, comment voulez-vous organiser des élections en 5, 6, 7 mois? Alors que dans un pays comme la France, il faut plusieurs mois pour simplement organiser des élections municipales et législatives. Vous défendez, Je ne le défends pas. Laurent. Je ne le défends pas. Je ne le défends pas. On n'a pas laissé le temps à ce garçon de gouverner. Aussitôt arrivé au pouvoir, insurrection militaire. Moi, je trouve qu'on n'a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de gouverner. Et quand viendra-t-il en France? Désormais, il est fréquentable. Ça y est, c'est réglé maintenant. Il est fréquentable. Il n'y a plus de problème entre la France et la Côte d'Ivoire. Non, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Il viendra un jour. Laurent Gbagbo aime beaucoup notre pays. Il a dit d'ailleurs à Sarkozy, il a dit, je suis francophile et francophone, Monsieur le Président, et j'aime votre pays. Il l'a dit. On le rencontrera, j'espère bientôt, le président Gbagbo. Il nous confiera, il nous racontera beaucoup de choses, comment est-ce qu'il entend sortir la Côte d'Ivoire de ce guêpier. On va quitter la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous interrompre. À ce même entretien au Conseil de sécurité, Nicolas Sarkozy a dit à Gbagbo, lui a dit, vous savez, Président, que je décore Robert le 27, après-demain. Il lui a dit, je sais, Monsieur le Président. Il lui a dit, je voudrais que vous soyez représenté par l'homme le plus proche de vous. Et Gbagbo de se tourner vers nous, il lui a dit, Eugène, tu iras à l'Élysée. Et là, le président Sarkozy a dit, vous étiez des proscrits depuis 4 ans, vous y êtes maintenant les bienvenus. Je trouve que c'est une parole forte. On va dire, ça, c'est une certaine forme de rupture. On va dire grâce à vous. Non, pas grâce à moi, non, non, s'il vous plaît. Que j'ai joué un rôle, oui, mais c'est la volonté présidentielle française et le soutien intelligent, lucide et clairvoyant du secrétaire général de l'Élysée. Dans votre bureau trône majestueusement un portrait du président Omar Bongo Ondimba du Gabon, que vous appelez affectueusement papa, ce qui vous a valu d'ailleurs quelques critiques dans la presse française encore il y a quelques années. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette affection envers le doyen des chefs d'État africains, alors que de plus en plus une certaine presse ici en France se fait fort de lui demander de quitter aujourd'hui les choses? Pourquoi vous l'appelez papa? Écoutez, tout à l'heure, vous me disiez que je suis le produit de 3 cultures. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique,
J'y retourne régulièrement, dans le cadre professionnel. Non, mais attendez. Je ne peux pas appeler ATT papa, qui est mon cadet. Je ne peux pas appeler Sassou papa, qui n'a que 2 ans de plus que moi. Je les appelle tous par leur prénom et je les tutoie tous. Il y en a un que j'appelle papa parce que c'est le doyen, parce qu'il m'a connu tout gamin, parce que j'ai le plus profond respect pour lui. Et il y en a un que j'appelle tonton, même s'il est un peu plus âgé, c'est le président Ouad. D'ailleurs, une fois, pour chahuter un peu Bongo, il a dit « Mais toi, il t'appelle papa et moi tonton. » Il dit « Mais moi, je suis antérieur à toi dans la connaissance de Robert. » C'est tout. C'est parce que le respect. Et quand mes enfants, si jamais vous rencontrez mes enfants, jamais un de mes enfants ne vous appellera par votre prénom ou monsieur, il vous appellera tonton. Jamais. Une anecdote. Un jour, je reçois un ministre africain, envoyé par son président. La secrétaire française, bien sûr, ouvre la porte et le ministre lui dit « J'ai rendez-vous avec le vieux ». Et la secrétaire française le regarde et lui dit « Mais vous avez rendez-vous avec qui ?» Il dit « J'ai rendez-vous avec le vieux ». Il dit « Mais monsieur, vous vous trompez de cabinet ». Et ma femme, qui est avocat aussi à ce même cabinet, entend la conversation, se précipite auprès de la secrétaire nouvelle et dit « Non, Sophie, il veut voir le patron ». Il dit « Mais il dit le vieux ». Il dit « C'est une tradition africaine. Ce jeune ministre appelle respectueusement ton patron le vieux. Et maintenant, quand au téléphone, où là on te dit le vieux, ça veut dire Robert. » Voilà pourquoi j'appelle très rapidement, dit comme ça du président Bongo, tour à tour, on le décrit comme le dernier gardien de la maison en France-Afrique. Finalement, comment est-ce que quel portrait est-ce qu'on pourrait faire de ce monsieur, de cet homme? Écoutez, moi, dans le panthéon des chefs d'État africains que j'ai connus, en numéro 1, je place Houphouët-Boigny. Mais pas très loin, le président Bongo. Pourquoi? Il a une connaissance de l'âme africaine, une gestion des relations entre les États africains, une audience considérable en Afrique, et surtout une connaissance inégalable de la politique française. Cet homme est au pouvoir, on le lui fait ce reproche. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un homme qui a connu De Gaulle, qui a été un interlocuteur de Gaulle, de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Mitterrand, de Chirac et maintenant de Sarkozy. Il a une connaissance inégalable de tout le landerneau politique français, de gauche comme de droite. Et il joue, qui veuille bien me pardonner de le dire, il joue un rôle majeur dans certains faits politiques français. Ce n'est pas une insulte, on le sait. Combien de ministres français lui doivent d'avoir été nommés, tant auprès du président Mitterrand qu'auprès du président Chirac, qu'auprès du président Giscard d'Estaing. Croyez-le, c'est un fait. Et je vais vous dire autre chose. Au pire moment de la mésentente Villepin-Sarkozy, Chirac étant président de la République, là c'est vraiment la première fois que ça sort. Bongo avait vu Sarkozy à l'hôtel Meurice. Il dit « Mais Nicolas, j'ai toujours assisté aux entretiens. Sarkozy, Bongo, Bongo, Sarkozy, je suis. Sassou, Sarkozy, je suis. On vous dit entretien en tête à tête, je suis dépositaire de la confiance. » Et Sarkozy appelle, le président Bongo appelle Sarkozy, il dit « Nicolas, on va continuer longtemps comme ça, Dominique Villepin, jamais parler de Claire Street, jamais. C'est une affaire qui relève de la justice. » Et Nicolas Sarkozy lui dit « Mais je suis tout à fait prêt à faire la paix avec Dominique. » Il dit « Écoute, je vais voir Chirac demain matin. Je déjeune chez Villepin. Après, Robert est là. Et ensuite, on va faire quelque chose
et on te le soumettra. Le président Bongo va voir son frère et ami Jacques Chirac, a dû lui dire il faut mettre fin à tout cela, Jacques, ça ne peut pas continuer. Je déjeune chez Dominique, voilà ce que j'envisage de faire. Et nous nous retrouvons place Beauvau, Dominique ministre de l'Intérieur, le président Bongo, Pascaline Bongo et moi-même, à table. Je vous parlais toujours qu'au côté d'un chef, il y a toujours le dépositaire de la confiance. C'est un secret pour personne que c'est Madame Pascaline. Et il y a Bongo qui dit à Dominique, il dit Dominique, nous sommes à plus de 2 ans des présidentielles. Jacques ne s'est pas prononcé, M. Chirac. Nicolas ne s'est pas prononcé. Je vais te proposer quelque chose. On va faire un gouvernement. Et moi, Omar Bongo, je me fais fort de réussir pour le bien de nous tous. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il se tourne vers Pascaline, il dit, donne-moi mon papier à lettres. Pascaline sort le papier à lettres. Je veux zoomer là-dessus. Le président Bongo sort son papier à lettres et il dit au scribe que je suis, tu écris fiston, parce qu'il m'appelle fiston. Il oublie que je suis grand-père plusieurs fois. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, voilà, Dominique, je vais te proposer un deal. Raffarin, les sondages sont très mauvais. Il faut éviter le clash à droite. Faites tout pour garder le pouvoir. Et écoute le vieux Omar. Il dit, voilà le gouvernement que je te suggère. Je vais te réunir, toi et Nicolas, au Meurice, en présence de Robert et de Pascaline. Et on fait la paix. Et elle a dit Omar Bongo de me donner le papier à lettres. Et j'écris, sous la dictée du président Bongo, en présence de Dominique de Villepin, qui avait l'ambition de devenir Premier ministre. Nous sommes à Beauvau, Raffarin étant Premier ministre. Il est écrit, Nicolas Sarkozy, Premier ministre. Dominique de Villepin, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. François Fillon, ministre de l'Éducation nationale. François Bayrou, ministre des Affaires étrangères. Je rappelle que M. Bayrou était allé rendre visite au Meurice, au président Bongo. Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense nationale. M. Guémard, ministre des Finances ou de la Justice. M. Dutreil, ministre des Finances ou de la Justice. On choisira le moment venu. Jean-François Copé, ministre du Budget. Michel Barnier, ministre du Commerce extérieur. M. Darcos, ministre de l'Agriculture. Serge Vincent, ministre de la Coopération. M. Muselier, ministre délégué à la Sécurité. M. Devedjian, ministre de l'Industrie. M. Hortefeux, ministre de la Culture et de la Communication. M. Donguel-Vabre, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Roselyne Bachelot, ministre de l'Environnement. Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé. M. Borloo, maintenu dans ses fonctions actuelles. Et Gilles de Robien, maintenu dans ses fonctions actuelles. Dominique de Villepin dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi, Omar, je me tiens prêt. » Je ne sais pas si il y a toutes les familles politiques de la droite qui s'est déchirée par la suite, dans le même gouvernement. On appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy se rend à l'hôtel Meurice voir Bongo. Et le président Bongo de lui dire « Nicolas, qu'est-ce que tu en penses ?» Il dit « J'attends le coup de fil de Dominique. » Et Bongo de lui dire « Dominique va t'appeler. » Le coup de fil de Dominique de Villepin n'est jamais arrivé sur le portable de M. Sarkozy. Je ne sais pas si vous imaginez, si le schéma qui avait l'accord du président Chirac, l'accord de M. Bongo et l'accord de M. de Villepin, et l'accord du président Sarkozy aujourd'hui,
avait vu le jour, peut-être que les choses auraient dû changer. Mais A posteriori, pardon, aujourd'hui, on pourrait dire heureusement que ça n'a pas joué, puisque Nicolas n'est plus Premier ministre, il est président de la République. Voilà le rôle que joue le président Bongo. Très bien. On va également parler de notre président, le président Sassou. Vous savez, dans la presse qui ne vous aime pas beaucoup, on vous accuse pratiquement de suivre une fois de plus, je dis, de vous ranger dans le camp des vainqueurs. Vous avez été avocat du président Lissouba. Aujourd'hui, vous êtes celui de son successeur. C'est quand même assez bizarre. Vous n'avez donc pas de conviction. Est-ce que c'est uniquement business? Je vais vous répondre très franchement. Alors là, vous avez bien fait de poser cette question. C'est ma femme qui est l'avocat du président Sassou Nguesso et de l'État du Congo. C'est ma femme qui est avocat à mon cabinet. Moi, je joue le rôle de lien politique. J'ai été celui du président Sassou. Je suis devenu ensuite celui du président Lissouba. Mais, monsieur, je n'ai jamais rompu le contact avec le président Sassou Nguesso. Le président est là, il vous le confirmera. Pendant sa traversée du désert, je lui rendais quotidiennement visite à Venurap, là où il résidait. Un. Deuxièmement, j'ai été avec le président Bongo à l'origine de la rencontre secrète, qui ne l'était plus, entre le président Chirac, le président Bongo et le président Sassou Nguesso à l'Élysée pendant l'exercice du président Lissouba. 3. J'ai été la dernière personne à voir le président Sassou Nguesso avant son retour triomphal à Brazza, quand il a quitté la France pour revenir au pays. J'ai été la dernière personne à assister au dernier entretien qu'il a eu en France. C'était dans le bureau de M. Foccart, rue de Prony, dans le 17e. Chirac avait appelé Sassou, il lui avait dit « Denis, avant de repartir à Brazza, va avec Robert et va voir le président, va voir M. Foccart. » J'ai accompagné moi-même Denis Sassou Nguesso chez le vieux. Et le vieux de lui dire « Denis, j'ai peur pour ton pays. Depuis 40 ans, 50 ans, c'est un pays très violent, qui a connu des guerres, des coups d'État militaires, des morts. Fais tout pour éviter la guerre. » Ça a été le dernier conseil du vieux. Sassou prenait l'avion pour Brazzaville, et vous le savez bien, via Bruxelles. Il était 17h30. Et le soir, il partait. Je n'ai jamais rompu le contact. Alors, très bien. J'ai deux dernières questions. Pardon à mes réalisateurs Douglas Mbida et puis Paul de Singoué. Je sais que nous avons largement débordé le cadre de cette émission parce que c'est 26 minutes uniquement. Est-ce que, finalement, dans votre bureau, à côté du président Bongo, il y a également le portrait du maréchal C.C. Seko. Ça ne vous pose pas un problème de conscience? Ça ne me pose aucun problème de conscience. Vous aviez dit que j'étais attiré par le business. J'ai une chose à vous dire. Victor Mpoyo, qui était très proche de Laurent Désiré Kabila, Mpoyo qui s'occupait du pétrole et tout au Zaïre, l'ex-Zaïre, quand le président Mobutu est parti, Victor Mpoyo est venu me voir à mon cabinet pour me dire cela ne te dérangerait pas, Robert, parce que je suis un ami de Mpoyo. Je lui dis non. Victor, je ne veux pas. Je suis fidèle au président Mobutu. Je lui resterai fidèle. Et je n'ai plus jamais remis les pieds au Zaïre, République démocratique du Congo. Je ne suis pas intéressé par les affaires, monsieur. Pas du tout. Alors, très bien. Aujourd'hui, vous avez... Je voudrais... Oui. Parce que votre question mérite quand même quelques éclaircissements. Houphouët-Boigny était président de la République de Côte d'Ivoire. Foccart était puissant d'entre les puissants, encore septuagénaire, mais pas malade encore. Laurent Gbagbo a été jeté en prison avec sa femme. Il n'était rien. Il était en prison. Alassane Ouattara a été Premier ministre.
Et je suis allé voir Foccart. Je lui dis, doyen, comme je l'appelais. Je dis, moi, mon copain Laurent est en prison, il faut que je lui fasse parvenir une lettre. Il dit, comment? Si jamais le président Houphouët l'apprenait, vous vous rendez compte que ça représente? Je dis, non. J'ai un culte de l'amitié et de la fidélité qui me dicte le devoir de me manifester auprès de Laurent. J'ai sous les yeux une lettre que je lèguerai à mes enfants, à mes petits-enfants. Elle est écrite de la main de Laurent Gbagbo. Je l'ouvre devant vous. Laurent Gbagbo, Abidjan le 29 mars 1992. Mon cher Robert, imagine quels ne furent mon plaisir et ma joie de recevoir une lettre de toi alors que je suis enfoui dans cette prison de Yopougon. C'est vraiment dans les moments les plus difficiles que se manifestent les vraies amitiés. En ce qui concerne mes rapports avec le vieux, tu as raison de dire qu'il faut entre nous deux un dialogue franc, loyal et sincère, entre guillemets. Je souligne bien, franc, loyal, sincère. Mais le souhaite-t-il vraiment? Je pense que non, car il aurait pris l'initiative de me convoquer. Je n'aurais pas refusé de répondre à une convocation du vieux. Je n'ose à peine dire à une invitation du chef de l'État. Alors, les choses se dégradent. 3 points de suspension. Je te remercie infiniment pour ton mot et espère que nous nous reverrons très bientôt. Ton frère Laurent. C'est l'écriture manuscrite de Laurent Gbagbo et la lettre est là. Je suis pas Ceci pour prouver quoi? Que vous êtes aussi, il n'y a pas que le business dans votre vie. Il n'y a pas que le business. S'il n'y avait que le business, monsieur, mon bureau serait un peu plus grand. Très bien. Alors, donc, dernière question. Vous avez aujourd'hui souhaité, voulu sortir de l'ombre vers la lumière. Cela va vous causer beaucoup de tort, parce que vous en avez balancé pas mal au cours de cette émission. Vous n'avez pas peur Non, le terme balancer, la balance en termes policiers, c'est dénoncer des gens, je ne dénonce rien. Ce que je souhaite... Pourquoi cette envie aujourd'hui de parler? Je vous pose la question. C'est le président Sarkozy qui m'a dit, qui m'a conseillé que c'était une forme de rupture. C'était une des formes de la rupture. D'apporter sur la scène publique le savoir qu'on a accumulé pendant des décennies et que des secrets, quelquefois, des choses non dites, peuvent éclairer la route. Ça vous pesait autant, tout ce poids de secret? Ça pèse à un moment donné, parce que dans l'ombre, il fait quelquefois très froid. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui après ces 2 semaines passées ensemble? J'espère qu'il y en aura 3 et 4 de semaines. Alors, comme on dit dans votre culture sénégalaise, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, vous serez toujours les bienvenus ici. Et il y aura encore des choses à dire. Donc, alors, merci sur ce. Merci à Robert Bourgi de nous avoir accordé ces moments, je l'ai dit encore, je ne cesserai jamais de le dire, ces moments émouvants. Merci pour ces heures passées en notre compagnie. Merci encore une fois de plus. Je crois que ainsi s'arrête pour le moment notre rencontre avec vous, à moins que vous ayez encore une dernière conférence à nous faire. Vous avez tout dit. Pas encore. Pour aujourd'hui. Une dernière confidence, le président Gbagbo et le président Sarkozy se rencontrent très bientôt. Très bien. Un peu plus longuement qu'au Conseil de sécurité. Madame, Monsieur, vous avez le scoop. Merci pour votre fidélité. Merci surtout pour cette émission enregistrée là. À bientôt sur Télé Sud. Nous devons être humbles, reconnaître